Peut-être Karim, pour commenter ce très beau schéma qui est l'architecture fonctionnelle du système, va-t-il me relayer? Bonjour. Plusieurs utilisateurs. On a vu tout à l'heure le compositeur en action. Ce sera l'utilisateur du système de tracking qui va justement devoir renseigner, en plus de sa production, certaines choses comme son nom et une séance, etc. Donc il va y avoir un tracking à la fois automatique et à la fois des données personnelles au moment même de la production. C'est ce qui n'est pas réparable un an après. Si, par exemple, un guitariste s'est fait remplacer par quelqu'un, si ce n'est pas saisi immédiatement, dans ce cas-là, par rapport à la feuille de route, il y a un décalage qui est irrécupérable. Ensuite, enfin, il faut passer des coups de téléphone à n'en plus finir. Et un an après, c'est compliqué. C'est à peu près le laps de temps qu'il y a entre le moment de la production et la sortie effective d'un album. Parce qu'il y a un calendrier et la maison de production gère comme ça dans le temps. Alors, de l'autre côté, c'est effectivement l'utilisateur de la trace cette fois-ci, et pas du tracker, qui va justement pouvoir, on espère, retrouver toutes les informations qu'il cherche. Alors pour faire ça, vous voyez qu'il y a entre ces deux moments, ces deux utilisateurs, un système nécessairement complexe. Donc la première partie, c'est celle qu'on connaît, l'interaction homme-machine, avec des traces qui vont provenir à la fois des logiciels musicaux de production et à la fois du système d'exploitation lui-même. Les résultats de la production seront évidemment stockés et référencés. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe après le tracking, parce que le tracking automatique, donc capture des données, on a appelé la trace brute. Cette trace, elle doit rester brute en termes d'archivage, idéalement, parce que moins il y a d'intervention du logiciel de tracking, et plus les informations sont justes. On peut mesurer que si le logiciel de tracking fait beaucoup d'interventions, il peut se tromper. Donc là, c'est ce qu'on appelle les logs. On capture l'information la plus brute possible. Évidemment, cette information-là n'est pas exploitable telle qu'elle. C'est là qu'intervient tout le champ en bleu, contaminé en quelque sorte par l'ontologie, c'est-à-dire la formalisation des connaissances métiers qui vont permettre toute cette interprétation, qui vont permettre l'exploitation des informations. C'est-à-dire qu'on passe de la donnée brute à l'information porteuse de sens. D'une certaine manière, on va sémantiser ces traces pour ensuite pouvoir les exploiter automatiquement et humainement. Donc il y a une première passe d'interprétation artificielle qui va sémantiser ces traces à l'aide de l'ontologie. Donc Francis a commencé à préciser ce qu'était l'ontologie. C'est un ensemble de concepts et de relations entre ces concepts qui est une description formelle des connaissances. À partir de là, évidemment, il faut stocker ces traces une fois sémantisées, donc dans un dépôt sémantique. Et l'étape entre ces traces sémantisées et la mise dans le dépôt est importante, pas seulement en termes d'archives, mais aussi en termes de complétion. Cette complétion, c'est la possibilité pour toutes les relations symétriques, par exemple, si vous connaissez un peu Prolog, on peut dire que un fils a un père, et donc la relation symétrique, c'est qu'un père a un fils, si elle est deux, et donc ça c'est complété automatiquement. C'est important en termes de résultats pour les requêtes, pour l'exploitation ensuite, que ces choses-là soient complétées au moment de l'ingestion, de manière à ce qu'ensuite ce soit le plus fluide possible, justement dans l'interaction entre l'utilisateur de la trace et le dépôt sémantique. Des outils d'édition, bien sûr faire les requêtes, des outils de visualisation aussi qui ont été développés à l'INA, notamment pour avoir la timeline
c'est-à-dire la généalogie des fichiers qui ont été utilisés. Et donc là, on a un suivi fin de ces choses-là. Je vais rentrer un petit peu dans les détails dans cet ordre-là. Je parlerai du tracking à la fin. Et les images vont être assez parlantes. Donc, traces brutes, traces sémantisées, l'ontologie, le dépôt sémantique et l'utilisateur de la trace. Voilà pourquoi c'est pas très exploitable directement par un humain. Voilà, c'est assez explicite, je pense. La trace brute, donc avec le minimum d'intervention possible des logiciels de tracking. Donc là, on a modifié on a reprogrammé Audacity, qui est un logiciel open source, qui nous a permis donc d'éditer assez facilement son code. Et donc, dans chaque fonction, on envoie un message à chaque fois qu'une fonction est appelée. Juste Karim, pour être bien clair, ça c'est donc ce qui remplace, de notre point de vue, le formidable discours plein d'expérience et d'expérimentation du compositeur audio numérique que l'on a vu tout à l'heure. En gros, c'est avec ça qu'il va falloir retrouver ou faire aussi bien que si l'on avait la genèse de l'œuvre. C'est brutalement dit, mais c'est quand même de ça qu'il s'agit. C'est ça. Avec cette hypothèse de l'oralité, là on a uniquement ce qui s'est passé entre l'humain et la machine. Ah, voilà la trace sémantisée. Dans sa structure, on devine déjà que c'est plus facile à lire à la fois pour un humain et aussi pour une machine. Donc du format XML et plus précisément OWL qui permet d'articuler à partir de l'ontologie toutes les actions. Donc l'interprétation artificielle permet d'en arriver là. Je n'ai pas de pointeur, mais vous voyez tout en haut qu'il y a une opération IHM numéro 19 qui a été enregistrée et qui a plein d'informations comme sa date et sa nature. On peut voir d'autres choses, un copier, une piste, une sélection, avec à chaque fois toutes les informations qu'on a pu extraire des logs bruts et sémantiser. Alors, comment on a fait ça? C'est grâce à l'ontologie, qui est donc un ensemble de concepts. Alors, je voudrais dire un mot sur la nature différentielle de cette ontologie, c'est ce que vous voyez là. La plupart des ontologies se contentent des feuilles. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre musicale, une performance, une institution, etc. Et ça, ce sont les concepts métiers qui sont d'habitude extraits directement des textes. Alors, on a souligné la dimension d'oralité de la musique et de la production musicale. Là, on n'avait pas de corpus de texte d'où extraire directement tous ces concepts. Donc, le doctorant Antoine Vincent, avec l'aide d'Alain Bonardi, sont allés directement interviewer et s'immerger dans des contextes de production pour essayer d'extraire dans l'oralité de la production tous ces concepts. Ça, c'est une première chose, une première difficulté et une première réussite de cette recherche. La deuxième, c'est dans son formalisme. Puisqu'on vise l'archivage, il faut une certaine robustesse de l'organisation de ces concepts. C'est-à-dire que les feuilles peuvent changer, mais la structure principale qui la porte doit être relativement stable dans le temps. Alors pour ça, c'est la question de distinguer à un même niveau pourquoi les concepts sont différents et entre des niveaux par an, pourquoi est-ce qu'un concept est un sous-ensemble de l'autre. Donc on voit objet comme racine, objet abstrait, objet concret, on voit cette dichotomie assez clairement sur ce graphe. Le dépôt sémantique, on y met nos données avec l'ingestion, la complétion automatique aura eu lieu, ce sont là les données sémantisées en OWL, et vous voyez sur la gauche
tout un tas de menus, et en particulier le menu Query, Explore, Export. On a tout un tas de facilités, justement, ça c'est l'interface, enfin une des interfaces pour l'utilisateur de la trace. En tout cas, c'est le dépôt sémantique. Accessible et hébergé à l'IRCAM. Alors voilà comment on s'y prend du côté de l'utilisateur de la trace. Je pense que c'est assez simple. On sélectionne des variables parmi des choses qu'on articule. Vous pouvez reconnaître des triplets, c'est-à-dire que sur chaque ligne, vous avez 3 éléments. À chaque fois, c'est sujet, prédicat, objet. Et c'est ce qui nous permet de, justement, à partir des concepts de l'ontologie, encore une fois, de récupérer les informations qui nous intéressent avec le résultat à la fin, sous forme de tableau. Alors, voici une interface un peu plus sympathique pour justement gérer toutes les requêtes produites, parce qu'on veut les affiner, les réexploiter. Donc vous avez ça a été développé à l'INA. Vous avez à gauche une liste de requêtes, et puis justement le résultat en bas, et la requête sans les préfixes en haut. En voici une un petit peu plus salée, mais qui est fort importante, puisqu'elle répond au besoin de récupérer la généalogie des fichiers. Donc nous y voilà, la preuve de concept du projet qui était visé est là. C'était pas tout à fait évident, mais on peut donc avoir un order by date, c'est-à-dire pouvoir mettre dans l'ordre chronologique les fichiers qui ont été utilisés. Donc vous les avez, les dates sont tout à droite, et vous avez les noms des fichiers sont ici, et puis leur index directement dans la colonne suivante. Voilà pour ma présentation technique. Oui, je ne sais pas si c'est clair. Si vous avez des questions. J'en aurais une, mais peut-être après, ou tout de suite. Je veux bien poser une, moi. À Karim, alors. Je propose une métaphore un peu absurde. Beaucoup de gens vont partir en vacances la semaine prochaine. Ils vont par exemple être dans leur automobile sur la route de Napoléon, dans une certaine circonstance. Il y aura, je ne sais pas, dans l'habitacle des enfants. C'est le départ en vacances. Bon. Et de l'autre côté, on monte sur l'automobile un tas de capteurs qui savent repérer le passage de la boîte de vitesse, le frein, éventuellement comment ça s'appelle Les accéléromètres? Non, alors un accéléromètre, tu peux mettre, voilà. Et puis latéralement, la gîte de la voiture, etc. Et tu truffes comme ça, mais c'est assez élémentaire, ta voiture de capteur. Et ça, à mon avis, ça ressemble un peu aux traces que tu obtiens. Là, le soir, tu lis ton print avec toutes ces choses-là. Mais ce qui t'intéresse, peut-être pas, parce que tu sais que tu as perdu le vécu des habitants de cet habitacle automobile, mais enfin, tu voudrais bien au moins avoir une vue d'un peu plus haut niveau. Alors, il y a plein de façons d'être de haut niveau, justement, parce qu'on fait de la généralisation, on sait très bien que la généralisation, c'est pas univoque, mais on voudrait savoir un peu quelle était l'allure du trajet, quelles étaient les grandes phases de ce trajet. Alors, évidemment, on a un tracker sur la clé de contact, mais voilà, est-ce qu'il y a des phases très malmenées dans la montagne, où ça explique qu'on s'est arrêté, que le gamin était malade, je ne sais pas. Donc il faut essayer, c'est ce que tu essaies de faire là, j'essaie de filer la métaphore, puis tu vas me dire si c'est d'accord. On essaie d'avoir une espèce de vision intermédiaire, à la fois de reconstituer en généralisant ces traces des événements de plus haut niveau qui font un certain sens, à des fins qui peuvent être multiples. Alors c'est vrai, reconstitution du trajet, mais on peut imaginer là plein d'autres choses. Par exemple, la maintenance de l'automobile en essayant de repérer les typologies d'usage qui peuvent être amenées à dire on mieux faire la vidange maintenant parce que la montagne, etc. Donc il y a plein de choses qui peuvent être faites. Qu'est-ce que tu penses? Quelle est la différence entre mon exemple et le tien? Il faut travailler, sinon ça verra jamais.
Merci Francis. La différence, je ne sais pas l'identifier comme ça immédiatement. En revanche, c'est vrai qu'il y a la dimension de ce qui s'est passé. On retient tout ce qui s'est passé. Et ça peut être généralisé. C'est l'ingénierie de la trace. Ça se fait. La question que tu poses, c'est celle, au-delà de l'exploitation de la trace, j'ai envie de dire, directe, et sa sémantisation avec une ontologie, c'est encore le niveau d'au-dessus. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Quelles analyses on va en faire? Alors c'est vrai que dans le projet, on a été orienté par des cas d'usage donnés par l'IRCAM, donnés par IMI, donnés par l'INA. On voit bien que l'ontologie s'arrête à un certain niveau, c'est-à-dire le vocabulaire, et il y a un deuxième niveau qui a été commencé à la fin du projet par Antoine Vincent, à savoir effectivement les patrons de production. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des connaissances d'un peu plus haut niveau encore sur ce qu'on s'attend à trouver. Je pensais par exemple, une des applications qui peut arriver et qui n'était pas dans nos cas d'usage, ça peut être la gestion du workflow. Donc là, on pourrait avoir pour la voiture, dire bon, quand est-ce que le conducteur s'assoupit un peu, que ça commence à agiter un peu trop, par exemple. Ça peut, au bout de 2 heures, c'est l'heure de faire une pause. On pourrait avoir aussi, évidemment, ces choses-là dans le projet. Il y a une autre façon qui n'est pas possible pour la voiture, il n'y a pas de pilote collaboratif. Alors que là, en termes de production musicale, ce suivi de projet et cette information sémantisée ouvre la porte, à mon avis, à du travail collaboratif, parce qu'on sait qui a fait quoi, quand, comment, et du coup, on peut revenir en arrière assez facilement, ce qui n'est pas évident pour la musique. Je m'arrête là avec cette métaphore. Non, mais peut-être juste un mot alors. Oui, c'est très proche, sauf que là, on a le plein pied du numérique, c'est-à-dire qu'on ne manipule que des objets numériques. On sait que la question clé du numérique, c'est cette espèce d'équivalence généralisée des formes. Toutes les formes sont compatibles, sont nativement numériques, ce qui rend encore plus subtil et plus riche le problème. Dans mon exemple plus mécanique, on a des hiérarchies d'opérations qui sont figées, qu'on n'a pas ici. Donc je trouve que la métaphore n'est pas si mauvaise, mais là, on a, du fait de ces objets intermédiaires tous numériques, une complexité et donc une richesse encore plus grande qui nous oblige à être encore plus vigilants dans les opérations que l'on fait pour bien les qualifier et les repérer, quoi. Tu as raison, je vois quelque chose. On évoquait le Living Lab ou le Living Studio. Là, il y aurait un processus beaucoup plus continu. Là, les actions qu'on attrape avec le suivi, pour l'instant, sont des actions très discrètes, très hachées, très événementielles. On fait un copier par là, on colle, etc. Alors que là, il pourrait y avoir en plus un flux de données ininterrompu qui serait articulé. Là, c'est une différence très forte avec l'exemple que tu donnes. J'aurais juste une petite question. Oui. Plus, du coup. Comment on gère l'obsolescence du matériel, en fait, ou des outils software, hardware, dans ce modèle-là, qui est que sur l'action, l'interaction, et comment on garde trace du contexte dans lequel l'action a été créée? Alors, merci de cette question, parce que c'est justement se couvre comme possibilité ce projet. Parce que un copier-coller, ça reste un copier-coller, quel que soit le logiciel. Et c'est là où on s'extrait de l'obsolescence, c'est-à-dire qu'on est capable de reconstituer le processus de production. On garde aussi, je ne l'ai peut-être pas suffisamment mentionné, un backup de tous les fichiers. Du coup, on a tous les fichiers intermédiaires et les actions qui ont été portées dessus. Donc à partir de ça, on peut reconstituer le processus éventuellement dans un autre environnement.
Donc là, on s'extrait de l'obsolescence éventuellement programmée par les éditeurs de logiciels, en particulier privés. C'est-à-dire qu'on pourrait le refaire, mais on peut quand même pas à coup sûr le faire. Non. À coup sûr, non, mais déjà on a toutes les On sources, saurait le refaire. on sait quand elles ont été produites et on saurait le refaire. On en sait un peu plus que dans l'espèce d'écran avec les bombes qui apparaissent partout. On sait C'est pourquoi.